Alors bonjour, je me présente, je suis Koudief Sidivé, la responsable de l'organisme de formation de l'UNAFO et en charge des questions RH, notamment sur tout ce qui concerne la promotion des métiers du logement accompagné. Donc je suis en charge de l'animation de cet atelier. Je suis accompagnée de Chloé Altouac-Doussac qui travaille pour l'UNAFORIS, Olivier Simon qui travaille pour Praxis Mulhouse, David Lomé pour Opélia et Agnès Faustel pour l'IRTS Franche-Comté. Donc, ils se présenteront un peu plus en détail lors de leur prise de parole. Avant de commencer, j'aimerais bien juste recontextualiser le pourquoi du comment de cette mini-conférence, donc qui vous est proposée dans la continuité de l'atelier de l'an dernier, lors de la SLA de la Semaine du logement accompagné 2020, qui s'intitulait « Recrutement et fidélisation des salariés du logement accompagné ». Et cet atelier devait être la première phase de constitution d'un groupe de travail qui n'a malheureusement pas pu être mis en place en 2021. À l'époque, nous étions plutôt dans une démarche d'état des lieux, d'échange de pratiques en matière de recrutement, formation, intégration, l'identification des freins, les bonnes pratiques, etc. Et dans le cadre de ces débats, il y a une thématique qui est ressortie un peu plus vivement, notamment celle de l'attractivité des métiers, de l'intervention sociale, associée à la question de la formation des intervenants sociaux sur l'accompagnement vers et dans le logement. Et donc, c'était des thématiques qui étaient remontées à travers les partages d'expériences des adhérents de l'UNAFO. On est en 2021, la semaine du logement accompagné 2021, et donc l'UNAFO souhaite réaffirmer l'importance d'avancer collectivement sur le sujet. Il s'en est passé des choses, à commencer par la mise en exergue des difficultés de recrutement des métiers de l'action sociale suite justement aux accords du Ségur de la santé. Et encore cette semaine, plusieurs personnes ont manifesté dans les rues pour que la mesure de revalorisation des salaires soit étendue au personnel de l'action sociale. Des syndicats employeurs et des têtes de réseau également se sont mobilisés, ont alerté le ministère de la Santé pour soutenir la revalorisation salariale, mais ouvrir aussi un débat plus large, notamment sur la nécessité de favoriser l'attractivité des métiers à travers des campagnes à destination des jeunes, mais également aussi d'organiser des réflexions autour des formations initiales et continues, des diplômes d'État liés au travail social. C'est plutôt ce dernier point qui va nous concerner aujourd'hui. Et donc, moi, il me semblait pertinent de créer cet espace de rencontre entre les acteurs du logement accompagné et les écoles du travail social pour qu'on puisse réfléchir ensemble à l'articulation des métiers du logement accompagné avec les formations des écoles du travail social. Juste avant de passer la main à Chloé, je tiens juste à préciser que nous avons 2 heures devant nous. La première, tous ensemble, donc avec Chloé qui nous présentera l'UNAFORIS, David et Olivier qui parleront de l'attractivité des métiers, mais surtout à travers le logement d'abord, qui nous mobilise, qui est une fabuleuse opportunité du moins pour réquestionner nos pratiques professionnelles. Et puis Agnès qui interviendra sur le référentiel de compétences d'un diplôme d'État lié au travail social sur les modules liés au logement. Donc, tout au long des interventions, vous pourrez poser vos questions dans le chat ou en cliquant sur la main qui est en bas de votre écran. Et puis, dans un second temps, exclusivement pour les adhérents de l'UNAFO, vous serez invités à rejoindre un lien de connexion Zoom pour qu'on puisse organiser entre nous sur la méthodologie de travail avec les écoles du travail social qu'on souhaite mettre en place et peut-être associer d'autres acteurs que vous jugerez pertinents. Donc, Chloé, je te laisse prendre la suite. Merci. Écoutez, bonjour à tous. Donc, Chloé Altouac-Doussac, je suis l'adjointe de la déléguée générale d'UNAFORIS. Et pour commencer, je voudrais vraiment remercier vivement l'UNAFO et Koudief Sidibé de nous permettre d'intervenir dans ce live qui a pour l'objectif pour nous de pouvoir dans la suite monter de plus amples collaborations avec l'ensemble de nos deux réseaux. Alors, je vais présenter très rapidement UNAFORIS avant de laisser la parole à mes différents collègues, donc de Praxis Mulhouse, Olivier Simon, David Lomet de Océlia, donc Océlia qui est située à Valence, Lyon, Grenoble,
et Agnès Faustel, donc IRTS Franche-Comté, située à Besançon. Quelques mots très rapidement sur Unaforis. Unaforis, donc c'est l'Union nationale des établissements de formation et de recherche en intervention sociale. 108 adhérents, Outre-mer et Métropole, qui proposent des formations initiales et continues de niveau infra-bac, bac, post-bac et des activités de recherche. Et c'est environ 45 000 étudiants stagiaires en formation initiale et apprentissage et environ 65 000 candidats en formation continue tout au long de la vie et DAE. Voilà. Et donc, on a des missions de plusieurs ordres, à la fois essayer de répondre aux nouveaux besoins en adaptant et en développant l'offre et l'appareil de formation. Hein. Donc, il y a une animation de réseau qui va prendre en considération en particulier différents sujets et la question du logement accompagné en est un. Et puis, un rôle de représentation et de participation à l'élaboration des politiques publiques. Voilà, donc simplement pour dire que pour nous, donc cette question du logement accompagné, c'est une question sur laquelle on souhaiterait continuer de travailler plus avant et avec vous et voir ensuite avec Unafo dans quelle mesure on peut continuer de développer nos coopérations hein, sur tout le territoire. Donc ça, c'est peut-être des choses qu'on pourra aborder aussi dans la suite des échanges. Voilà, c'était juste quelques mots pour ouvrir et donc je laisse la parole à mes collègues, que je remercie aussi vivement. Merci Chloé, merci Koudiev. Donc Simon Olivier, donc je suis chargé par Chantal Mazel, donc directrice de l'école supérieure de praxis sociale, de traiter des questions du logement, de l'hébergement et des nouvelles modalités de prise en compte et d'accompagnement des publics en situation de sans-abrisme. Donc à noter que l'intervention de ce jour, elle se veut complémentaire avec celle de qui prendra la suite de mon propos tout à l'heure. L'idée, c'est qu'on partage un certain nombre de réalités, que ce soit au niveau de ce qui se passe sur notre territoire, on partage aussi des constats et des idées qui sont similaires. Peut-être quelques éléments de cadrage par rapport aux propos. Donc, Praxis, c'est une école donc de travail social qui est située à Mulhouse. Mulhouse, qui est une ville du Haut-Rhin. On peut faire à Praxis, par le biais de la formation initiale ou continue, tout type de formation qui vont du niveau 1, enfin du niveau 5 au niveau 1. Autre élément important, depuis le 2018, donc Mulhouse est territoire de mise en œuvre accélérée du logement d'abord. Donc ça, c'est une réponse qui a pu se faire collectivement entre les acteurs du territoire, différents acteurs associatifs et l'école supérieure de praxis sociale qui a été associée à cette démarche. Alors l'intérêt du logement d'abord, c'était de répondre, je l'ai dit collectivement, et de co-construire une réponse qui est adaptée au territoire. On verra le lien avec l'école de travail social. On considère que dans le logement d'abord, il y a la dimension qui est liée au logement accompagné. Ça fait partie intégrante de cette politique. Et sur les territoires mulhousiens, en lien avec le contexte socio-économique et la population qui est celle de Mulhouse, on a un déploiement assez important de tout ce qui est pension de famille, maison relais, résidence sociale et le logement qui passe par le biais de l'intermédiation locative. Quel est le lien avec Praxis? C'est-à-dire que on a inclus dans les processus de formation, que ce soit formation initiale ou continue, la question du logement d'abord, pour que les étudiants et pour que les professionnels du territoire soient formés à ces questions-là. Donc, je vais dans un premier temps vous donner quelques exemples de comment ça peut se matérialiser au sein de Praxis, au sein de la formation. Ensuite, on verra juste par la suite au niveau de la formation continue comment on a intégré ceci dans nos pratiques. Alors, que ce soit sur les formations initiales d'éducateurs spécialisés, d'assistants de service social, on a des cours qui concernent les politiques de lutte contre les exclusions. On a inclus évidemment dans ces thématiques la notion du logement d'abord, du logement accompagné, et on y traite des questions qui sont relatives à toute la méthode que suppose le logement d'abord. Donc, on est sur des nouvelles pratiques professionnelles. Nous, on parle ici de transformation de pratiques professionnelles et de partage d'une culture commune par rapport aux nouvelles modalités qui sont liées au LDA. Je vous les détaillerai un petit peu par la suite. On va parler de paire aidance, on va parler de rétablissement, on va parler de logement comme priorité et non comme la fin d'un processus
comme ça peut être le cas dans les dispositifs d'insertion. On va parler de l'intimité, on va parler du savoir habiter. Ça, c'est des premières sensibilisations qui sont faites en formation initiale. Elles le sont aussi dans le cadre des ateliers de recherche. Dans les ateliers de recherche, et des monographies territoriales. Donc ça, c'est des exercices qui, pour leurs étudiants, leur permettent de découvrir une nouvelle méthodologie. Ils apprennent doucement à la méthodologie d'enquête. Et on travaille avec des partenaires de nouveau en collaboration, des partenaires de l'hébergement, des partenaires du logement, ça peut être des bailleurs sociaux, ça peut être la fondation. Et ils vont travailler sur des thématiques qui sont liées au logement et qui sont inclus dans le logement d'abord, et le logement accompagné en fait amplement partie. Il y a la question de la lutte contre les expulsions, et les exclusions de manière générale. Il y a les questions qui sont liées à l'intermédiation locative, les résidences sociales. Donc ça, c'est une première sensibilisation pour les étudiants dans le cadre de leur formation initiale. Après, on Praxis, et je sais que David partagera ce propos, que ça nécessite une première sensibilisation, c'est intéressant, mais ce que nous, on va aller chercher, c'est une véritable transformation des pratiques professionnelles. Parce qu'on est sur un changement de paradigme et que ce changement de paradigme-là, nécessairement, doit être impulsé par des dynamiques de formation. Alors, ce qu'on propose, par exemple, je vais vous donner quelques exemples, alors en 10 minutes, excusez-moi, ça risque d'être un petit peu compliqué de vous présenter l'étendue de ce qu'on peut proposer, mais peut-être quelques éléments que David pourra poursuivre avec son éclairage tout à l'heure. On propose depuis 2019 des modules de formation, alors qui sont destinés aux professionnels et aux cadres qui travaillent à la fois dans l'hébergement, mais pas seulement. L'idée, en fait, c'est la collaboration intersecteur, la co-construction et la logique de décloisonnement. Ce décloisonnement des pratiques professionnelles, mais il se veut aussi dans la manière d'aborder le logement d'abord. On parle du postulat que ce n'est pas une politique qui va concerner uniquement le champ de l'insertion. Donc, cette collaboration avec des bailleurs sociaux, avec d'autres acteurs du maillage associatif est nécessaire pour réfléchir à cette transformation de pratique. On est vraiment dans cette dimension-là. On a une volonté aussi à Praxis, et elle fait partie aussi de chercher, c'est l'intégration du savoir expérientiel dans nos formations. C'est-à-dire qu'on va inclure dans l'ingénierie de formation, mais aussi dans la participation des formations, des personnes qui ont eu un parcours d'hébergement, et on va miser sur leur savoir expérientiel. Ce savoir expérientiel, qu'est-ce qu'il va nous permettre de faire? Il va nous permettre, en fait, plutôt que d'être dans une projection sur des besoins théoriques des personnes, on va travailler avec eux sur quelle est leur réalité. Ça veut dire d'être en résidence sociale, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir subi, je dis subi, le parcours en escalier, qu'est-ce que ça peut sous-entendre quand une personne vient à domicile et rentre dans notre intimité. Voilà, donc on va vraiment miser sur ce bénéfice-là, on appelle ça la promotion du savoir expérientiel, et on défend véritablement cette manière de fonctionner. Aussi pour travailler sur l'horizontalité qu'on va retrouver dans les équipes de logement d'abord, qui, en termes de relations, il y a une forme d'équilibre à retrouver. C'est pour ça que cette transformation de pratique, des thématiques qu'on aborde par exemple dans nos formations, ça va être le logement comme levier. Donc le logement n'est plus la fin d'un parcours, mais bien le démarrage de quelque chose. On va pointer effectivement les limites du parcours en escalier. On va aborder des logiques de décloisonnement, donc entre les différents secteurs. Le sanitaire, le social et le médico-social ne fait plus que… Enfin, on essaye en tout cas de… ce soit une démarche voilà, qui est basée sur des principes tels que l'aller vers. On va travailler sur le développement du pouvoir d'agir, on va travailler sur la participation des personnes accompagnées, on va travailler voilà, sur la réduction des risques, sur le rétablissement. Autant de concepts en fait, qui sont des concepts méthodologiques, qui sont issus de la méthodologie Housing First qu'on peut retrouver en Europe et dans d'autres pays, et sur laquelle on s'est basé avec des connexions, que ce soit à Bruxelles, pour réfléchir à une autre manière d'accompagner les publics. Donc, le logement accompagné, c'est effectivement une partie intégrante du logement d'abord, et c'est sous ce prisme-là que nous, on l'intègre dans nos pratiques au niveau de Praxis.
Peut-être pour finir, avant de laisser la parole à David, à côté de cette démarche de formation, on est sur des démarches scientifiques où on mène en fait des recherches-actions sur la mise en œuvre du logement d'abord, alors notamment sur notre territoire, où on va aller vérifier en tout cas l'efficience de la mise en œuvre de cette politique chez nous, savoir est-ce que les professionnels ont besoin de formation spécifique. On sait qu'au niveau de la formation, c'est des modules de formation qui peuvent être assez longs parce qu'il y a beaucoup de thématiques à traiter et qu'il est vraiment nécessaire de prendre le temps de se former à cette nouvelle manière de fonctionner. Ça nous permet simplement d'avoir une vision qualitative un petit peu de ce qui a pu être, pu être mis en œuvre. Donc, excusez-moi si le débit était un peu rapide, le temps nous manque, mais je vais passer la parole à David et je vous remercie de votre attention. J'enchaîne, Koudiev? Ok, très bien. Merci Olivier. Bonjour à toutes et à tous. C'est bizarre de pas vous voir, mais c'était le deal. Koudiev nous avait bien briefé auparavant sur le format. Je vais me présenter. Moi, je suis David Lomé, donc je suis animateur socio-culturel puis assistant social de formation. Et depuis 3 mois seulement, je suis responsable du développement et de la formation tout au long de la vie, c'est la formation continue pour l'école Auxilia Grenoble et Chirol. Je ne la déploie pas, il y a Chloé qui a présenté Auxilia tout à l'heure, c'était top. Donc moi je suis absolument ravi, je pense comme toutes et tous, d'être avec vous. Et puis notamment avec Olivier, je te renvoie un petit clin d'œil Olivier, parce qu'il se trouve qu'on partage beaucoup de choses pour évoquer ces métiers du logement accompagné. Dans une vie récente, j'ai été responsable de plusieurs services et qui, même si c'est très prétentieux de le dire, je vais laisser ma modestie de côté plutôt. Parmi ces services, certains de ces services ont eu un impact sur cette question d'approche du logement d'abord et de la définition également de ce que doivent être les politiques du logement d'abord et leur déclinaison. Olivier en a super bien parlé. Par ailleurs, je suis diplômé également en sciences politiques et puis pendant 6 ans, j'ai été membre d'un laboratoire sur Grenoble, d'un laboratoire de recherche, Pacte, et membre de l'ODENOR, l'Observatoire des non-recours aux droits et services, où j'ai travaillé particulièrement sur les questions de non-recours au droit au logement, au droit à l'hébergement et sur comment, malgré toute leur attention, toute leur bienveillance, les travailleurs sociaux, les travailleuses sociales, les travailleurs sociaux, les intervenantes et intervenants sociaux, qui intervenaient auprès des populations sans abri, mal logées, en hébergement, ou avec des problématiques de logement, étaient aussi porteuses de non-recours. Donc c'est d'où cet enthousiasme d'être avec vous aussi aujourd'hui. Je vais évidemment rebondir sur les propos d'Olivier, au regard de l'attention qu'il met sur les questions de logement d'abord. Il va y avoir quelques redites avec, comme on a préparé, il y aura peut-être des choses un peu plus ciblées pour vous illustrer concrètement l'apport de nos organismes de formation. On va parler essentiellement de Praxis Mulhouse et de nous, mais au niveau d'Unaforis, on est nombreux à partager cette déclinaison, ces envies, y compris ce qu'on considère comme des fondamentaux. Je reviendrai après. Donc, je vais rebondir sur ce que disait Olivier sur la question des politiques, sa politique logement d'abord. Ce qui se trouve, cette politique s'appuie sur des expériences, sur des dispositifs qui, d'une part, peuvent venir répondre à de nombreuses questions théoriques, mais aussi pratiques. Et l'idée, c'est de ne pas être dans une approche de « il n'y a qu'à faucon ». Tout à l'heure, Olivier parlait de changement culturel, on est vraiment là-dedans, une approche de paradigme et qui va pas de soi. Pour rebondir et faire écho à l'introduction de Koudiev tout à l'heure, on peut penser que cette approche et ce qu'on peut proposer aussi au sein de nos formations, ça peut redonner du sens et voir accompagner les professionnels de terrain vers un véritable changement culturel de leur pratique, je l'ai dit, et notamment sur les questions de sens. La question du sens, peut-être même plus que les questions salariales, ça fait écho à l'actualité récente, nous semble être centrale dans les questions de recrutement, dans les secteurs du sanitaire et du social. Néanmoins, on peut quand même se poser la question jusqu'où le sens peut survivre au manque de moyens. Ça, c'est un autre débat et la manière dont l'ensemble des fédérations dont vous êtes membre, l'UNAFO en fait partie, ont aussi participé activement à ce coup de projecteur qui doit être donné sur nos professions. Je passe sur cet axe que vous percevez bien. Donc, nos propositions de formation que nos écoles, nos instituts peuvent proposer.
on pense qu'elles peuvent être porteuses de sens. C'est éminemment prétentieux, mais on l'affirme et on l'espère en tout cas. Cependant, il est indispensable que les directions également, que les chefs de service soient aussi embarqués dans ce possible changement culturel. On est très souvent en lien avec des acteurs de terrain. Comment est-ce qu'on aussi peut provoquer du désenchantement? Comment aussi on peut provoquer de l'incohérence, des injonctions paradoxales, de la dissonance, si à un moment donné, c'est aussi l'ensemble des institutions, et je reviendrai, je vais l'illustrer, l'ensemble des institutions qui est aussi sur ce changement de paradigme-là. En effet, pour les services logement d'abord, pour reprendre un peu l'intervention d'Olivier, la question de la personne est évidemment centrale. Bon, pour les associations membres de l'UNAFO, évidemment aussi. Et là, vous voyez arriver mon mais. Comment est-ce que la parole, concrètement, et le rôle de la personne est réellement prise en compte dans vos établissements? C'est des choses qu'on propose de questionner. Qu'en est-il de son autonomie décisionnelle, pour citer le sociologue Julien Lévy? Est-ce que son accompagnement ou la poursuite de son accompagnement est réellement décorrélé de la poursuite de l'occupation de son hébergement? Et qui plus est de son logement? C'est des choses aussi qu'on met au travail sur les formations qu'on peut proposer. Je poursuis juste sur cet exemple centré sur les personnes concernées. Désormais, l'adhésion de la personne doit être recherchée, puisque les habituelles injonctions et menaces coercitives liées à une prolongation d'un renouvellement de contrat d'hébergement n'existent plus. Ça, vous le savez, ça n'existe plus. Il n'y a plus de moyens de pression en disant que votre contrat sera renouvelé, votre hébergement sera renouvelé, votre accompagnement sera poursuivi si vous changez l'attitude. Ça n'existe pas, ça. On ne le fait plus. Là, je parle devant l'UNAFO, mais évidemment, c'est ironique ce que je mets en avant. Mais il n'y a pas qu'UNAFO. Dans les différentes recherches que j'ai pu mener, que ce soit les structures d'hébergement adhérentes à la FAS, on est dans ces mêmes contradictions-là. La question de la personne est centrale. Néanmoins, comment est-ce qu'on voit aussi comment est-ce que la poursuite d'un accompagnement ou d'hébergement sert de levier à un possible changement de la personne? Et là, ça pose problématique. Ça pose vraiment des vraies questions qu'on propose de mettre au travail dans les différents types de formations qu'on peut proposer. En tout cas, nous, ce qui est vraiment central sur nos interventions. Si je dis ça, ce n'est que pour illustrer par un petit bout de la lorgnette la question de l'accompagnement des professionnels et des directions, que ça doit induire dans certains changements de pratique dans le cadre du logement accompagné. Cette très probable et nécessaire changement d'approche amène les professionnels et leurs institutions à se faire plein de nœuds dans la tête. Mais quelle est notre responsabilité là-dedans? Mais jusqu'à quand accompagne-t-on? Que vont dire nos financeurs? Plein de questions extrêmement importantes que nous proposons aux équipes, aux professionnels, aux directions de mettre à plat, de porter, de mettre au travail, d'accompagner parfois sur le long cours. Donc là, je suis un peu général. J'ai illustré un petit peu plus. Tout à l'heure, Olivier disait que sur les territoires de Mulhouse, avec Praxis et puis pour nous, Grenoble, Lyon et Océlia, on a été des territoires hyper innovants sur ces questions de logement d'abord, de droit au logement, de participation des personnes concernées et d'élaboration également des contenus de formation avec les personnes concernées. Je pense que c'est aussi une des plus-values et c'est ce qui nous anime, c'est aussi à un moment donné quand on aura à proposer avec vous en réponse à vos questionnements des modules de formation, on essaiera au maximum d'y intégrer parce que ça nous paraît important, parce que quand une personne concernée fait part de son expérience, partage à un moment donné des réussites, mais aussi des choses hyper dysfonctionnantes, non seulement c'est juste normal qu'elles y soient, mais c'est un impact extrêmement fort pour les professionnels qui sont en formation, pour nous, y compris pour nous avec notre casquette de professionnel, notre casquette de chercheur et plus simplement notre casquette de personnes sensibles à ces questions-là. Alors, si nos formations initiales, comme le disait Olivier, sont plus que sensibilisées à ce que produisent les interventions logement d'abord ou logement accompagné, on constate que le déploiement de services et d'interventions dans le cadre de logement accompagné sur nos territoires amène les professionnels et leurs services à se poser de nombreuses questions, et ce, à différents niveaux. Une partie de notre boulot, ça va être de pouvoir proposer à partir de notre connaissance de terrain des enquêtes, des recherches que nous avons pu mener en interne, car certaines de nos écoles, c'est le cas de Praxis et d'Océlia, disposent d'équipes de recherche intégrées, avec des enseignantes chercheuses, des enseignants-chercheurs, ou alors des enquêtes et des recherches en lien avec des laboratoires de recherche
en lien également avec les personnes concernées par ces politiques publiques liées au logement. Donc, je reviens sur cette touche et cette coloration spécifique. Pour conclure mon propos, je vous livre quelques exemples de formations que nous avons construits à partir des demandes de services logement accompagné ou d'institutions qui portent des services de logement accompagné. Mais également, je triche un peu, hein, ça répond aussi à des questions que peuvent se poser des bailleurs, et notamment leurs conseillères en économie sociale et familiale, qui interviennent aussi sur ces questions liées au logement. Les intitulés qu'on a pu proposer, vous allez voir un petit peu les différences d'approche. Je vous fais la liste. Ça va des politiques de lutte contre le sans-abrisme de 1789 à nos jours. Le logement d'abord, qu'est-ce que c'est? Hébergement, logement, quelle différence? L'autonomie décisionnelle, de quoi parle-t-on? Qui sont les acteurs qui interviennent autour de l'accompagnement au logement des personnes? La notion de domicile, les addictions, logement insalubre, logement indécent. Dans le logement, qui est responsable de quoi? Vers une équipe orientée rétablissement, donc là c'est un focus très logement d'abord. Accompagnement à l'élaboration d'un projet de service. Les dettes, les contentieux, les surendettements. Personnes accompagnées dans leur logement et non recours au droit. Le travail pair. Les expulsions locatives. L'intimité. L'aller vers oui, mais vers où? La réduction des risques, etc., etc. Là, c'est juste des formations que j'ai pu relever sur les 3 dernières années qu'on a pu proposer. Et très souvent, elles se construisent en lien avec les besoins des institutions, des services, des employeurs ou des collectivités territoriales qui ont envie aussi de mettre un zoom. J'ai mis de côté, parce que j'ai pas eu le temps de rechercher également les différents colloques qu'on a pu mettre en place, notamment des colloques aussi, il y en a eu 2 internationaux avec nos collègues de Bruxelles, qu'Olivier connaît parfaitement, et également nos collègues de Montréal, sur ces questions de logement d'abord. Et à chaque fois, on a pu travailler avec des équipes complètes, soit, donc les formations étaient proposées soit des équipes complètes, ce qu'on appelle en intra, soit avec des professionnels qui sont animés par la thématique de la formation qui sont proposées, mais qui est proposée parce qu'elle semble répondre à des besoins. On est intervenu auprès de bénévoles également, d'administratrices et d'administrateurs, de chefs de service, surveillants de nuit, de maîtresses de maison, de TISF, d'éducateurs spécialisés, d'assistants socio-éducatifs, de CESF, de tout le champ de l'intervention sociale. Notre boulot, c'est aussi de les adapter, y compris dans la grammaire et dans le langage qu'on peut proposer en fonction des différents intervenants. Bref, tout ceci bouscule à juste titre un petit peu l'environnement des institutions et des services déjà en place. Et une des missions de nos écoles, me semble-t-il, de nos instituts et organismes de formation réunis notamment au sein d'Unaforis, c'est justement de proposer un accompagnement à ces questions, à ces bousculements, à ces changements de paradigme et d'approche, voire de culture. Et moi, je signe dès demain le mot culture qu'a mis en avant Olivier. Et avec Practice et avec d'autres, nous aimons, dans le cadre des actions de formation, dans ce cadre de la formation continue, la formation tout au long de la vie, comme on l'appelle à Océlia, quand cela est possible, proposer des contenus de formation qui sont faits, comme je vous le disais, avec les institutions et qui intègrent, et je finirai là-dessus, professionnels de services qui ont déjà pas mal réfléchi à ces questions, parce que c'est important aussi, lorsqu'on propose une formation, que les personnes présentes puissent se projeter, non pas sur une modélisation. On ne se permet pas de parler de modélisation, c'est pas possible. Il y a des réalités culturelles aussi, des institutions, des services, une identité qui est propre. Néanmoins, ça permet pour les professionnels de pouvoir aussi, à un moment donné, se jauger par rapport à des pratiques qui existent déjà. Donc, des professionnels qui sont là aussi pour exposer, présenter et partager leurs réussites, leurs pépites, leurs impasses et leurs échecs. Si ça peut permettre d'éviter de prendre des chemins qui amènent vers des gouffres, c'est aussi intéressant. On essaie d'intégrer également souvent des chercheurs, des chercheuses, ou en tout cas, on extrait évidemment certains de leurs travaux, mais que ce soit à Lyon, Grenoble, on a la chance d'avoir un pôle de chercheurs qui sont extrêmement attentifs à ces questions-là. Et évidemment, et ce qui nous importe, je finirai là-dessus, au maximum, mais sans être dans un systématisme, et avec Olivier, je pense, je me permets Olivier, on combat la personne concernée alibi.
C'est-à-dire que la personne qui vient, c'est pas pour être singe savant, pardon, hein, de mettre ça en avant, mais c'est parce qu'il y a eu du travail qui était derrière, parce qu'il y a des choses à dire, il y a une argumentation politique, une argumentation qui a été construite et qui fait aujourd'hui, dans le cadre de son savoir expérientiel, un corpus, en tout cas, qui participe à la construction d'un corpus de personnes concernées par les politiques publiques qui les concernent et qui est hyper intéressant, au-delà de la force que je décrivais tout à l'heure quand la personne intervient, qui vient réellement mettre du sens, en tout cas illustrer des choses qui sont vécues, et souvent elles parlent avec leur tripes. Donc là, ça participe à la situation absolument exponentielle de ce qu'on peut proposer aussi. Voilà, désolé aussi pour mon débit hyper long, donc Ah non, mais pas de souci, tu n'as pas à t'excuser. Mais peut-être que des personnes souhaitent poser des questions déjà suite à ces trois interventions dans le chat. Mais j'ai une question pour vous, David et Olivier. Parce que du coup, j'ai bien compris toutes ces compétences clés que vous avez formulées, mais j'ai l'impression qu'on est plutôt dans une démarche sur la formation tout au long de la vie pour des professionnels qui sont déjà en poste. Et je voulais savoir comment vous faisiez le lien entre ces compétences qui sont clairement identifiées dans nos métiers aujourd'hui et la formation initiale de métiers du travail social. Parce qu'il ne me semble pas les retrouver forcément dans les référentiels. Comment est-ce que vous faites le lien entre ces modules de formation qui sont hyper importants pour des personnes qui sont déjà en poste et avec les personnes qui sont en cours de formation? Tu veux y aller, Olivier? Bon, peut-être on peut continuer dans une logique de complémentarité. Du point de vue de Praxis, en fait, on sait que souvent la question de l'insertion, du logement ou de la prise en compte, et je dis prise en compte et pas prise en charge, mais prise en compte des populations précaires, c'est un peu le parent pauvre de la formation, quoi. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont peu abordées, et là je vous rejoins là-dessus. C'est pas les lieux de stage qui sont les plus recherchés non plus. Il y a beaucoup de représentations des étudiants et futurs professionnels sur ces questions-là. Et ce que nous on essaye de faire, c'est un peu ce que je citais avant, c'est déjà de sensibiliser les responsables de formation à ces questions-là, parce qu'ils se rendent compte aussi aujourd'hui qu'il y a une méconnaissance de ce qu'on fait dans ce champ d'activité, et surtout que ce champ d'activité aujourd'hui il est beaucoup plus large, c'est-à-dire que s'il existe la DIAL par exemple et qu'il y a un interministère, c'est bien que ce sont des questions qui touchent pas seulement la question du logement, mais ça va toucher la santé, ça va toucher d'autres aspects, et donc l'idée c'est vraiment de pouvoir sensibiliser au sein de l'école, dans les formations, dans la lutte contre l'exclusion par exemple, la politique de lutte contre l'exclusion, et bien vraiment. Après, on sait qu'effectivement, il y a les ateliers de recherche, je l'ai dit, il y a les monographies qui permettent à ces étudiants d'aller faire des recherches in situ. Donc là aussi, ils se rendent compte de ce qu'est un CHRS, ce qu'est un centre d'hébergement d'urgence, qu'est l'intermédiation locative. Et du coup, ils ont aussi une sensibilité, ou en tout cas, quelque chose qui va pouvoir peut-être susciter une vocation pour aller en stage. Peut-être aller en stage, aller s'immerger et aussi venir ensuite semer un petit peu ce qui s'y fait. On croit aussi beaucoup en ça, au cooptage, ces différentes. On envoie les gens globalement et ces étudiants faire des recherches de terrain et se rendre compte de cette réalité-là. Après, c'est aussi les volontés qui sont internes. Je ne sais pas si tous les centres de formation sont dans ces logiques-là. Nous, on l'est, mais parce que on est sur un territoire où on a on va dire un profil socio-économique qui est très particulier. On a 30% de logements sociaux. On sait qu'à loi SRU nous en demande 20. On a une population pauvre. Beaucoup de résidences sociales, beaucoup de logements accompagnés. Donc, on essaye aussi de pouvoir former des gens qui vont pouvoir travailler sur notre territoire. Donc, ça, c'est ce qu'on peut proposer en formation initiale, mais ça ne suffit pas. Et c'est pour ça qu'on essaye de réfléchir à des semaines à thème. Voilà, semaine logement, des colloques. On va inscrire ou laisser la possibilité aux étudiants de s'inscrire à des colloques, à aller faire des stages à l'étranger, à aller prouver une équipe Housing First à Bruxelles, à aller au Québec, voilà, à aller travailler sur l'éducation populaire, aller dans des lieux où ils vont pouvoir découvrir cette approche, au-delà de la dimension académique, mais plutôt sur le versant, clinique. Et peut-être
Ouais, merci Olivier. Pour filer ce que dit Olivier, et puis pour continuer à attendre à répondre à ta question, Koudiev, ce qui anime, pour être sur la formation, effectivement, on était beaucoup sur la question formation continue, formation initiale, avec des compléments d'outillage, que ce soit théorique ou pratique ou d'échange de pratiques auprès de professionnels qui sont déjà en place à partir de besoins identifiés par les institutions. Si on revient sur la formation initiale, puis Agnès va faire un zoom avec une spécificité, avec la spécificité d'un diplôme. Aujourd'hui, sur des écoles comme Praxis ou Mulhouse, et j'imagine d'autres au niveau du UNAFORIS, quand on embrasse la question du logement adapté, du logement d'abord, et la philosophie qui nous porte au niveau de nos centres de formation, la question des personnes concernées est hyper importante. Donc, il y a, de manière très pratique, sur cette question logement adapté, logement accompagné, la question des postures aussi à adopter, c'est quelque chose qui sont hyper transversales sur l'ensemble de nos formations, avec, comme je disais tout à l'heure, des interventions de personnes concernées. Il y a, si on reste sur la thématique logement, il y a une thématique logement qui est axée, et forcément, on y met ce qu'on a envie, c'est nous qui avons le contenu pédagogique, et sur cette approche logement, on fait intervenir des services comme le chez soi d'abord, donc sur une semaine qui est consacrée à ça, donc c'est beaucoup et c'est peu. Mais on en revient à un moment donné sur la réalité du marché de l'emploi, c'est-à-dire que notre champ, il est minuscule au regard du champ du handicap, au champ de l'éducation spécialisée, et il y a des étudiants qui n'en ont rien à fiche, qui sont là pour être avec des personnes en situation de handicap. La question des personnes sans logement ou autre, c'est pas quelque chose qui les anime forcément. Néanmoins, durant une semaine, c'est-à-dire qu'il y a un volume d'heures quand même 5 fois 7 heures, qui sont concernés à cette approche spécifique qu'on a déclinée, Olivier et moi, avec tous les enjeux qu'il y a, et notamment le décalage. L'idée aussi, ce qui est derrière notre objectif, c'est de casser la symétrie entre le travailleur social sachant, ce que je disais tout à l'heure sous forme de boutade, entre les modes de fonctionnement, une analyse critique de comment est-ce qu'on fonctionne, les institutions, notamment les structures qui ont des hébergements, avec le discours qui est « mais oui, évidemment, la personne est au centre » et que derrière, on vient conditionner un renouvellement de contrat d'hébergement au fait que madame ou monsieur est soit allé voir un addicto ou quoi que ce soit. Voilà, on est en train d'amener ces tensions, et tout ça, le gros zoom qu'a pu faire Olivier sur la question du logement d'abord, c'est porté sur cette question avec la personne qui est centrale. Donc, on travaille sur ces questions-là en formation initiale, et ce, à la fois sur les différents de profession, que ce soit, si je prends l'exemple d'Océlia, Grenoble et Chirol, ça concerne cette semaine thématisée, les AS, les assistantes sociales de secteur, les éducateurs jeunes enfants, parce que eux aussi, ça va être, et elles aussi, c'est hyper intéressant de travailler sur la question de précarité, et non pas de se décentrer un petit peu des biquets dont ils vont s'occuper en crèche, mais aussi de se concentrer sur les parents. La question des représentations est hyper importante. Et les éducatrices et éducateurs spécialisés. Et là-dessus, on fait intervenir aussi le volume de formation, ça demande à jongler. Les maquettes, je peux vous dire qu'elles se croisent, elles ressemblent à des rubans ADN, ARN. On fait intervenir l'ensemble des professions initiales que nous formons, que ce soit TISF, que ce soit surveillant de nuit, la question de la posture est hyper importante, que ce soit AES, que ce soit, j'en oublie plein. Donc, on a cette volonté politique par cette approche du logement d'abord accompagner l'intervention, la question de domicile, ça vient pointer des choses qui sont extrêmement importantes dans l'intervention sociale. La question du domicile, c'est les gens sont chez eux, y compris en CHRS. Je suis désolé, on n'a pas le droit d'ouvrir les portes des personnes quand elles sont pas là. On n'a pas le droit d'ouvrir les portes des personnes tout court, en tout cas. Donc, il y a des choses qu'on reprend sur remettre la personne vraiment au centre de ses droits. Et en partant de cette question du logement, ça permet aussi de décliner sur des autres thématiques, sur la question du handicap, sur la question de la petite enfance, la question des familles, sur le champ de la prévention spécialisée. En tout cas, voilà, pour tenter de répondre à ta question, comment ça s'incarne au niveau des formations initiales, il y a un balisage à partir de cette question logement pour réarticuler, et non pas réarticuler, pour justement promouvoir et pointer les enjeux des postures des professionnels et des personnes concernées.
Et évidemment, donc c'est vif, hein, ça laisse du temps, ça reste que sur une semaine, mais c'est assez vif, avec des débats, avec des colloques, et avec des partenaires qui sont plutôt phares. On a le service Totem qui est présent, on a le Chez Soi d'abord qui est présent, on a des bailleurs sociaux qui viennent expliquer des choses, y compris leurs difficultés, l'intérêt qu'ils ont de travailler avec des services logement d'abord, le rôle de la médiation qu'il peut y avoir. Et oui, à un moment donné, on joue ce rôle-là et on joue le jeu. Et c'est tant mieux pour les personnes concernées de médiation. Donc tout ça, ça permet de pouvoir discuter de tout ceci. Donc c'est vraiment quelque chose qui est central. Je te remercie beaucoup. Du coup, je fais le lien avec Agnès. Bon, bah, tu as désactivé ton micro. Donc peut-être que tu voulais aussi réagir aux propos de David. À toi de voir. Oui, alors je vais le faire au cours de mon intervention, hein, de reprendre aussi les éléments qui ont été abordés par David Lemay et puis Olivier Simon. Donc, bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis Agnès Faustel. Je suis responsable de 2 filières à l'IRTS de Franche-Comté, la filière conseiller en économie sociale familiale et la filière technicien de l'intervention sociale familiale. Je suis moi-même conseillère en ESF de formation et assistante de service social également. Hein, voilà. Donc, en tout cas, la manière dont on travaille la transversalité au niveau de l'IRTS de Franche-Comté, on l'a fait avec beaucoup de sessions communes avec l'ensemble des étudiants pour travailler ce qui est sur le socle commun, hein, du travailleur social, sur ce qui nous rassemble. Hein. Ensuite, on va travailler sur les spécificités. On va voir les spécificités du CESF et aussi du TISF sur la question du logement. Mais on travaille aussi sur ce qui est complémentaire avec les différents étudiants dans les différentes filières. Donc, du coup, l'intérêt, c'est la pluridisciplinarité pour travailler sur le terrain. Hein. Et puis, je pense que c'est quand même un ADN hein, dans tous nos instituts de formation qui sont plurifilières, où on travaille, je dirais, sur les valeurs et le sens qu'on porte dans le travail social. Donc, au niveau des conseillers en économie sociale familiale et des TISF également, puisque j'interviens sur les 2 filières, ils sont sur des accompagnements sociaux globaux, hein, soit individuels, soit collectifs, soit au domicile des personnes, soit des domiciles de substitution. On aborde la question du logement au niveau de l'IRTS de Franche-Comté avec l'ensemble des autres filières pour travailler les politiques sociales, les aspects sociologiques, psychologiques, comme on peut l'expliquer Olivier et David. On est aussi sur un travail qui est fait au niveau de la transformation des pratiques. On est aussi sur des stages collectifs, des stages interfilières. Je pense à un exemple, on avait mené sur le territoire du Doubs, sur le département du Doubs, un dispositif accompagné pour habiter et c'était réalisé par un binôme d'assistants de service social et de conseillers en ESF sur différents territoires avec un binôme de travailleurs sociaux qui accueillait assistants de service social et conseillers en ESF. On était vraiment aussi sur une des recherches-actions, hein, tout ça dans la formation initiale, avec notre équipe de recherche qui est composée de docteurs. Hein. Donc, je dirais que c'est des choses qu'on met en œuvre, comme ont pu l'expliquer Olivier et David. Alors, le département du Doubs est aussi, comme la ville de Mulhouse, avec le logement d'abord. La ville de Besançon a mis en place aussi un Chez Soi d'abord, donc avec de nombreux partenaires qui gravitent autour de la question du logement. Donc, pour les CESF et les TISF, ils sont accueillis auprès mais notamment des adhérents hein, de votre union UNAFO. Par exemple, ils sont accueillis en formation pratique, que ce soit des stages, des apprentissages, des contrats de professionnalisation. Et ensuite, souvent, ils sont embauchés hein, dans ces structures, que ce soit des résidences sociales, des maisons relais, des pensions de famille, des CHRS, auprès du SIAO, auprès de bailleurs sociaux, des structures comme Solia pour faire des mousses, des accompagnements sociaux liés au logement, des agences immobilières à vocation sociale ou des UDAF pour faire de la DVL ou faire de l'intermédiation locative avec des services comme le SAS du CCH de Besançon qui accueille les personnes qui sont sans domicile fixe.
Donc, plein d'exemples où les conseillers en ESF ou les TISF peuvent être en stage. Hein. Alors, on en a tout à l'heure parlé avec Koudiev. Donc, au niveau de la recherche des stages, nous, on fait une enquête sur notre territoire tous les ans pour savoir qui souhaite prendre des stagiaires. Donc, les sites qualifiants se mettent sur notre site pour pouvoir dire ben, moi, je vais accueillir un CESF, un TISF ou un AS ou un ES. Et ensuite, on soumet ces propositions à nos étudiants. Parallèlement, les étudiants font également des recherches, hein, donc en fonction aussi des affinités. Hein. Tout à l'heure, on disait peut-être qu'il y a des fois des étudiants qui ne voient pas non plus l'intérêt ou ils veulent travailler dans la question du handicap. Puis on leur propose aussi d'autres types de stages. Ça leur permet de découvrir les différents métiers possibles. Tout à l'heure, Koudiev, vous parliez de la question de l'attractivité des métiers. Hein, je pense qu'à un moment donné, si on veut que les étudiants connaissent ce secteur d'intervention, ben, le fait de les accueillir en stage, puis après de travailler ça en élaboration de la pratique professionnelle, le fait en cours, hein, le fait de le travailler aussi en interfilière où les étudiants vont expliquer ce qu'ils ont fait en stage à tel endroit. On fait des cours communs assistants de service social et CESF, par exemple, où ils expliquent leur parcours de formation, les lieux de stage qu'ils ont eus, et puis l'intérêt d'avoir été en stage dans un CHRS ou dans une résidence sociale. Donc ça peut aussi permettre une attractivité des métiers. Donc, au niveau d'un focus spécifique par rapport au CESF, on a aussi tenu compte dans les référentiels de formation, hein, puisque tous les diplômes de niveau 6 ont été retravaillés. On a tenu compte aussi de l'évolution des formations, en tenant compte de l'évolution des pratiques professionnelles. Unaforis faisait partie prenante avec le ministère de la réforme des diplômes. Et donc, on a tenu compte aussi de tout ça au niveau des nouveaux référentiels pour les formations. Au niveau du diplôme, du focus, un petit peu diplôme d'état de conseiller en ESF, il fait un accompagnement social individuel et global. Il va être un expert de la vie quotidienne et le logement fait partie de cette expertise. Et cette expertise, il l'acquiert notamment à travers le BTS économie sociale et familiale. Pour vous donner un ordre d'idée, sur 1600 heures de formation en BTS, il y a 275 heures qui sont consacrées à la question de l'habitat et du logement, hein, d'une manière pure. Donc, et au niveau des contenus de formation, on est sur alors, quelque chose qui nous intéresse beaucoup au jour d'aujourd'hui avec la question de la crise sanitaire, tout ce qui est microbiologie appliquée à l'hygiène dans le cadre de la prévention des contaminations dans les locaux, par exemple. Hein. Tout ce qui est habitat et logement en sciences et en technologie sur la question du développement durable. C'est aussi quelque chose qui est vraiment dans les faits. Hein, comment on peut mettre en œuvre des choses en termes de consommation d'énergie par rapport à la précarité énergétique, par rapport à la question du développement durable, par rapport à la question de l'environnement, alors que ça soit de l'eau, de l'air, du bruit, des déchets, de l'énergie. Hein. On est aussi sur l'étude de tous les équipements d'un logement, que ce soit les eaux usées, l'énergie, l'électricité, le chauffage, les systèmes de régulation, tout ce qui est lié à l'équipement lié au bâti hein, et aux matériaux, donc les choix des matériaux. Un exemple, une conseillère en ESF qui travaille avec un centre hospitalier spécialisé et une association pour mettre en place à disposition des appartements pour vivre en ville, pour des personnes handicapées psychiques, eh ben, ça va être travaillé avec un architecte et un CESF sur le choix des matériaux pour que ça soit plus facile à entretenir, par exemple.
hein, les caractéristiques des matériaux, hein, par rapport à tel ou tel choix, hein. Et du coup, le CESF va pouvoir aussi amener des éléments de réflexion avec un bailleur social, avec les services techniques. Il va pouvoir aussi parler du choix des matériaux, l'aménagement du logement aussi, la question du confort acoustique, lumineux, comment on peut aménager quelque chose qui soit adapté pour bien vivre dans son logement, hein, tout ce qui est confort hivernal, confort estival. Bon, toutes les politiques sociales liées au logement, mais tous les travailleurs sociaux, quelle que soit la formation, abordent, hein, la question des politiques de logement et de l'habitat, hein, avec le logement social, le logement adapté, la question de l'insalubrité, voilà. Tout ce qui est aussi lié au marché du logement, avec la régulation de l'offre et de la demande, la question des statuts, hein, d'occupation. Est-ce qu'on est en intermédiation locative? Est-ce qu'on est en accession à la propriété? Donc, ça renvoie aussi à la question de la gestion du budget, hein, par rapport à tout ça. Et puis, tout ce qui est l'accès au logement, le maintien dans le logement, en termes de sécurité, en termes de modalités de recherche, la découverte de toutes les structures qui peuvent être sollicitées. Hein. Donc là, ça renvoie aussi à la question de l'accès au droit, hein, du coup, en même temps. Un exemple de certification chez les CESF, ça va être par exemple concevoir des plans d'aménagement de locaux, ça va être mesurer des paramètres sur l'appréciation d'un élément de confort dans un logement. Ça va être aussi tout ce qui est maîtrise de l'économie d'énergie, la gestion des déchets. Et donc ça, c'est fait en BTS sur un point de vue scientifique, technique et pratique. Et ensuite, c'est retravaillé en 3e année en tant que CESF, repris dans un accompagnement social global qui va être travaillé. Alors, je pense qu'au niveau des métiers, on est sur une spécificité du métier de CESF avec des apports théoriques qui sont assez conséquents. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que ça va être complémentaire à l'approche des autres travailleurs sociaux. Hein, et du coup, l'intérêt de cette pluridisciplinarité dans les équipes, par exemple, aussi, qui peuvent apporter des points de vue différents pour pouvoir aborder les choses avec les familles. Puis, les professionnels vont se nourrir les uns les autres par rapport à toutes ces connaissances. Voilà. Donc, ça, au niveau des CESF. Au niveau des TISF, on a plutôt l'habitude de voir les TISF dans le champ de l'aide à domicile, hein, par rapport à la soutien à la parentalité et à la vie quotidienne. Il y a aussi plein de postes qui se développent dans des maisons relais, dans des CHRS, dans des résidences sociales, dans des appartements thérapeutiques, hein, pour permettre aux personnes d'habiter quelque part à un moment donné lorsqu'ils sont malades. Et ils ont aussi, au niveau du contenu de formation, on va dire à peu près 10%. Hein, les CESF, on est sur 20% liés à l'habitat dans le cadre du BTS. Au niveau du référentiel TISF, on est à peu près à 10% de contenu en lien avec comment favoriser l'appropriation des actes du quotidien et du cadre de vie, comment intégrer une dimension sociale de l'habitat et du cadre de vie, comment proposer des personnalisations de l'habitat, et puis proposer des solutions d'aménagement, d'équipement. Donc, ils ne vont pas être sur le volet scientifique comme le BTS ESF, ils vont être sur le volet technique et pratique. Hein. Donc, il y a des cours sur la fonction du logement, bien sûr, en plus de tout ce qui est politique du logement, hein, qu'on a abordé. Mais du coup, ça va être concrètement comment les familles vont pouvoir s'approprier leur logement, pouvoir se maintenir dans leur logement, dans des conditions satisfaisantes. Moi, je pense à une TISF qui avait fait un travail avec un bailleur social, notamment tout un travail d'accompagnement pour refaire un logement complet
avec la famille pour qu'elle se sente bien. Hein. Et puis, c'était le bailleur social qui avait, par exemple, fourni la peinture et le matériel pour pouvoir faire. Et ça a été travaillé avec, du coup, une dynamique aussi au niveau du quartier, des personnes du même immeuble qui avaient pu travailler avec eux sur la réhabilitation de leur logement. Voilà. Donc, il y a plein d'exemples possibles. Donc, par rapport aux étudiants, on les fait beaucoup travailler aussi sur la question de l'analyse de leurs pratiques professionnelles. Donc, il y a des allers-retours entre le terrain, site qualifiant, et puis ce qui se fait en centre de formation, hein, dans ces séances-là. Et puis, après, on peut être aussi amené à faire de l'analyse de la pratique dans les structures hein, qui font l'accompagnement social lié au logement dans sa globalité et dans le logement adapté. Donc, tout ce qu'a pu décliner tout à l'heure David et puis Olivier, on peut le faire aussi sur notre territoire franc-comtois. Voilà. J'ai été un peu rapide aussi parce que le temps était compté. Très court, tout à fait. À votre disposition pour échanger par rapport à tout ce que… Merci beaucoup Agnès. Je pense qu'en effet, vous avez… par vos exemples, illustrer des situations auxquelles peuvent être confrontés les intervenants sociaux du logement accompagné. Et vous disiez tout à l'heure justement sur la question de l'attractivité des métiers, peut être impulsée aussi par le fait d'accueillir plus de stagiaires dans nos espaces. Je ne pense pas qu'on explose les records de recrutement en stage, en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation dans nos organisations. Donc ça, c'est une bonne chose que de le dire. Mais je pense qu'on attend aussi, on aimerait, je pense que c'est vraiment une volonté partagée des personnes qui sont dans le réseau, en tout cas de l'UNAFO, c'est qu'on souhaite être plus impliqués, justement, nous on ne demande que ça, à faire connaître un peu mieux nos métiers, nos organisations, les personnes que nous accompagnons. Ça peut se faire à travers l'accueil de stagiaires, mais ça peut être aussi vraiment des phases qui avait été fait, j'en avais parlé à Chloé, un autre projet de formation avec une école du travail social où il avait été question de construire un module. Bon, là, c'était assez lourd hein, en termes d'ingénierie pédagogique, mais ne serait-ce que d'accueillir en fait des classes, des élèves dans les espaces des résidences sociales pour qu'ils viennent faire 1 à 2 journées d'immersion et voir comment vit une résidence sociale et qui sont les gens qui vivent en résidence sociale. Je pense que c'est aussi leur construire à eux des savoirs expérientiels. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure ça sera significatif dans leur choix de carrière derrière, mais je pense que rien ne vaut l'expérience aussi concrète. Enfin, en tout cas, je pense que ça peut être très complémentaire avec les apports théoriques, mais de voir finalement comment est-ce qu'on accompagne réellement une personne dans son logement. Justement, je ne sais pas, par exemple, vous avez terminé sur la question du développement durable, justement, les sensibiliser aux éco-gestes. D'accord, on voit très bien comment ça se présente dans le cadre d'un cours, mais quand on est face à un résident, comment est-ce qu'on lui parle des éco-gestes sans que ce soit barbant au bout de 2 secondes? Enfin, voilà, et je pense que c'est aussi cette expérience-là qu'on peut apporter aux élèves s'ils le souhaitent, et c'est cette porte ouverte que les acteurs du logement accompagné vous présentent. C'est qu'on a envie aussi d'être plus impliqués aussi dans ces cursus de formation parce qu'aujourd'hui, dommage, du coup, je mettais dans la conversation si une personne, alors je sais qu'il y en a beaucoup qui recrutent de CESF, nous partage l'expérience d'un recrutement d'une personne en CESF et comment s'est passée l'intégration, quelles sont les compétences sur lesquelles ils ont dû les accompagner, des formations complémentaires suite à un recrutement d'une personne en CESF qui n'avait pas forcément d'expérience professionnelle longue dans le secteur du logement accompagné. Donc, je ne sais pas si quelqu'un répondra dans la salle à ce sujet. Mais là, c'est les questions que je vous pose. Mais comme le temps nous est compté, on va prendre la question de Nicolas Allard. Bonjour, on parle de l'attractivité des métiers du logement accompagné, mais on reste sur les travailleurs sociaux avec une appétence pour le logement. Pour de meilleurs résultats et obtenir une meilleure complémentarité sur les dispositifs, ne serait-il pas intéressant d'attirer des professionnels de l'immobilier avec une appétence sociale? Bon, je pense qu'une partie de la question est quand même destinée à l'UNAFO. Donc, en effet, sur l'atelier, on a quand même décidé
de choisir vraiment une thématique. Hein, parce qu'en fait, l'an dernier, on avait en effet ouvert complètement sur tous les métiers du logement accompagné. Et là, pour être efficace sur 1 heure de temps de conférence, on avait décidé avec le groupe à l'époque de s'orienter plutôt sur l'attractivité des métiers de l'intervention sociale dans le logement accompagné. Donc, c'est pour ça qu'on avait choisi cette problématique. Et en effet, tu fais bien de mettre le doigt sur la question d'autres compétences qu'on associe en fait aux fonctions d'intervenants sociaux dans nos organisations. C'est-à-dire qu'intervenant social, chez nous, ça ne va pas être uniquement une personne qui va avoir un diplôme d'État lié au travail social. Dans le cadre de l'exercice de ses missions dans le logement accompagné, elle va être amenée à réaliser aussi des actions en lien avec la gestion locative et du coup qui nécessitent des connaissances autour de l'immobilier. Donc, on va vraiment recruter sur le corps de métier intervenant social. On va avoir vraiment 2 profils. Celui qui est décrit par Nicolas, hein, des travailleurs sociaux qui ont une appétence pour le logement et donc on va renforcer leurs connaissances sur le logement et plus largement sur l'immobilier parce qu'ils ont besoin de comprendre aussi le b.a.-ba d'une résidence sociale, le projet immobilier d'une résidence sociale, associé du coup au projet social et au projet économique. Alors, il y a un tout petit bruit, je ne sais pas qui c'est. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Ah ben, pardon, je pense que c'est toi, Chloé. Je couperai mon micro juste après si tu souhaites prendre la parole. Et puis, pardon, et le deuxième profil, là, en effet, on est avec des personnes qui ont une formation plutôt dans l'immobilier, en gestion locative, ou des assistants. On a beaucoup de BTS profession immobilière aussi dans nos effectifs qui ont une appétence pour l'intervention sociale et on va plutôt les accompagner sur de la formation quand ils seront en poste sur les dispositifs du logement. Donc voilà, on a vraiment ces 2 profils-là et aujourd'hui, je dirais qu'on est presque sur du 50-50. Mais on entend ta question, Nicolas, sur le fait d'aller aussi vers des écoles de l'immobilier. Il y a déjà des diplômes qui sortent. Je crois que c'est l'ESSI qui propose des diplômes autour de la gestion locative sociale et des écoles que l'on sollicite aussi pour, encore une fois, toujours travailler sur l'attractivité de nos métiers. Je ne sais pas si certains d'entre vous souhaitent réagir. Chloé, écoutez mon micro. Oui, c'était juste pour rebondir sur le deuxième profil, donc des personnes professionnelles de l'immobilier avec une appétence sociale. Mais là, je pense qu'il y aurait aussi des choses à construire entre une Aforis et une AFO sur le développement des compétences justement sociales qui n'auraient pas été acquises dans le parcours initial de formation. Donc, je pense qu'il y a effectivement ces deux dimensions. Et là, pour moi, c'est une perspective de collaboration, en fait, avec une AFO. Je suis bien d'accord avec toi, Chloé. Et en effet, enfin, vraiment, cet atelier, moi, j'étais ravie de l'enthousiasme de l'UNAFORIS quand on vous a sollicité justement pour vous parler de ce projet de rapprocher les écoles du travail social et les métiers du logement accompagné, que c'était un sujet que vous aviez un peu déjà en tête et que cette année, nous, ça nous permet aussi d'avancer sur cette thématique-là parce que c'est vrai qu'on avait pris l'angle de on avait l'impression d'être, voilà, de pouvoir trouver seul un peu la résolution des problématiques liées aux difficultés de recrutement. Et finalement, on se rend compte qu'on n'est pas les seuls responsables en tant qu'employeurs et recruteurs parce qu'on ne fait pas assez d'actions de communication vers les étudiants sur nos métiers, mais c'est que la question est bien plus large et bien plus vaste que cela et elle ne peut pas être traitée qu'entre adhérents de l'UNAFO en allant faire des campagnes de communication auprès des écoles. Ça ne peut pas être que ça, même si je pense qu'on est très volontaire à l'idée de vous rencontrer dans les écoles du coup des territoires pour mener des projets, que ce soit de l'accueil de stagiaires dans le cadre de stages, mais aussi pour proposer des temps d'immersion dans les résidences sociales, recruter du coup des personnes qui sortent de formation, revoir avec vous aussi, vous impliquer dans nos démarches des compétences de demain, que vous soyez associés aussi à ces travaux, des compétences clés qu'on est en train d'identifier qui peuvent être aussi pertinentes pour vous au regard de vos travaux.
Donc voilà, tout ça, ce sera plutôt lancé en 2022, mais du coup, des projets, une collaboration à venir. J'ai Nicolas Allard qui nous dit c'est un très bon vivier, les VTS profession immobilière. Je pense qu'il a un VTS profession immobilière. Donne de bons résultats, des perspectives de carrière très intéressantes pour les jeunes. Merci à tous pour vos réponses. Merci à vous, Nicolas. Du coup, on a un tout petit peu dépassé le timing, mais je tenais réellement à vous remercier tous les quatre d'avoir accepté de participer à cet atelier. Ça a été avec beaucoup de plaisir que j'ai organisé ce temps avec vous. Merci aux personnes présentes dans la salle, à Karine qui est derrière à la modération. Et d'ailleurs, tu peux envoyer le lien de connexion pour les adhérents dans le chat, s'il te plaît. Merci. Merci à vous. À bientôt alors. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà. Il faut fermer l'onglet. Au revoir, Chloé.